bienvenue dans Le Monde en question, un programme destiné à examiner les grands enjeux de notre époque. Un programme proposé par Citizen Web, votre web TV. Pour ce nouveau numéro du Monde en question, on va s'interroger ensemble sur l'école et sur notre système scolaire. Autant dire un sujet crucial, tout particulièrement en France où la République s'est construite avec l'école et à travers elle. L'école représente en France plus qu'un cadre d'apprentissage, plus qu'un service public, plus qu'une institution. C'est la clé de voûte du modèle républicain et de sa promesse d'égalité et de liberté. L'école apparaît comme un projet politique dans lequel les élèves sont appelés à devenir des citoyens éclairés. Un projet symbolisé par l'objectif de démocratisation scolaire fondé sur le principe de l'égal accès à une école gratuite et obligatoire. Or, derrière les discours officiels, aussi républicains soient-ils, force est de constater la crise de ce projet. Pour trop d'enfants, l'école est synonyme d'échec et de souffrance. Le décrochage scolaire est une réalité massive en France et ailleurs. Trop nombreux sont ceux qui quittent le système scolaire sans qualification ni diplôme. Source d'un espoir d'émancipation et d'un avenir meilleur, l'école est aussi un lieu de discrimination. Comme le montre une série d'études et de rapports officiels, notre système scolaire s'est progressivement transformé en une machine de reproduction et d'aggravation des inégalités. L'origine sociale, territoriale, voire ethnique, pèse beaucoup trop sur les résultats scolaires. Dès lors, on est en droit de s'interroger sur la réalité du discours méritocratique. Que peut la volonté des enfants et de leurs parents face au poids des déterminismes sociaux et territoriaux, face aux discriminations de diverses natures? La méritocratie n'est-elle qu'une pure fiction destinée à masquer la réalité d'un système scolaire fondamentalement inégalitaire? Ces questions, notre invité va tenter d'y répondre. Il s'agit de Saïd Benmoufog, professeur agrégé de philosophie, conseiller à la mairie de Paris sur les questions relatives à l'éducation et auteur d'un essai, Le fiasco Blanquer, publié par Les Petits Matins. Merci Saïd Benmoufog d'avoir accepté notre invitation. Finalement, l'école, on en a une représentation assez ambivalente et c'est assez logique parce que c'est un lieu de vie sociale où finalement les réalités de notre société s'immiscent et s'ancrent dans ce lieu particulier qu'est l'école. Quelle est, votre représentation, voire votre idéal de l'école? Bien, merci pour votre invitation. Écoutez, effectivement, on a entendu dans votre introduction, dans ces témoignages, que l'école est l'objet de représentations extrêmement variées, voire parfois contradictoires. On demande beaucoup de choses à l'école, on en attend énormément de choses, et des choses qui ne sont pas toujours forcément compatibles. Donc peut-être que pour essayer de démêler un peu tout ça, le mieux est de commencer par une définition très simple, en tout cas une conception très simple de l'école. C'est tout simplement un lieu qui est construit par la société pour former les enfants à devenir des adultes. Donc on a des enfants, un public qui au départ est en quelque sorte un public d'adultes en devenir et il faut leur donner les outils pour pouvoir se réaliser. Une fois qu'on a dit ça, en fait il faut essayer de comprendre en détaillant les missions de l'école qu'elle a des objectifs qui parfois peuvent entrer en contradiction. En tout cas, peut-être parfois en conflictualité. Il y a deux missions essentielles historiquement à l'école. D'abord, former les travailleurs, et puis former les citoyens, comme vous l'avez dit. Puisque l'adulte, c'est quelqu'un qui va travailler, qui va s'inscrire dans le monde social à travers son inscription dans le monde économique. Et puis, c'est aussi le citoyen, la citoyenne, qui va participer à la vie sociale à travers ses engagements, à travers sa contribution à la participation à la vie démocratique. Eh bien, l'école doit former le travailleur, donc elle doit faire en sorte que les formations qu'elle propose tout au long du parcours, d'abord donnent des connaissances élémentaires, donc ça c'est la mission de l'école primaire, et puis ensuite approfondissent ces connaissances de telle sorte à ce qu'elles deviennent des compétences, c'est-à-dire des savoirs qui deviennent des savoir-faire qu'on peut traduire, appliquer concrètement dans le monde du travail. Et deuxièmement, donc le citoyen, ici, ça rejoint plus une forme d'objectif d'émancipation.
L'émancipation, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Tout simplement, ça signifie qu'il s'agit de faire en sorte que les adultes choisissent leur mode d'existence, ce qu'ils veulent être dans la vie, qu'ils puissent choisir les croyances qui sont les leurs, qu'ils puissent adhérer à telle ou telle vision du monde, telle ou telle représentation, mais en faisant en sorte que ce soit un vrai choix. Donc que ce soit un choix éclairé. Et donc l'émancipation, ça rejoint en fait la devise de la République, c'est-à-dire liberté, égalité et aussi bien sûr fraternité. Alors, effectivement, votre représentation, elle s'inscrit dans une histoire qu'on pourrait qualifier de républicaine, pour le coup, dans la mesure où, historiquement, les républicains se sont affirmés politiquement, notamment à travers un idéal scolaire, si j'ose dire. Aujourd'hui, parmi les questions qui se posent, c'est notamment la répartition des rôles entre l'école et les parents, notamment par rapport à cette construction de l'enfant citoyen qui deviendra un adulte citoyen éclairé. Cette répartition des rôles, elle pose problème, d'après vous, ou elle est clairement établie? Parce que, notamment, il y a notamment cette problématique qui refait surface régulièrement à travers un discours qui peut être défendu par le ministère de l'Éducation nationale et auquel les enseignants sont appelés de jouer une forme de relais. Et en face, vous avez des parents qui peuvent exprimer, alors pas forcément des valeurs contraires, mais en tous les cas, une volonté de rappeler qu'il y a une répartition des rôles à respecter, qui grosso modo consisterait à, d'un côté, l'instruction pour l'école, de l'autre, l'éducation pour les parents. Est-ce que c'est si clair que ça? Où en est ce débat d'après vous? Alors c'est une querelle traditionnelle, effectivement. On distingue l'instruction et l'éducation. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette distinction? L'instruction, c'est la transmission des savoirs et des compétences qui serviront plus tard à l'adulte dans justement le monde du travail. Et de l'autre, l'éducation, c'est l'ensemble des règles qu'on apprend d'après une certaine conception, plutôt dans le foyer familial, c'est-à-dire les règles de politesse, le savoir-être en général. Bon, cette distinction, en fait, elle a été marquée historiquement par la nomination, le nom qu'a porté le ministère, justement en charge aujourd'hui l'éducation nationale, et dans le passé, c'était le ministère de l'Instruction nationale. Et donc, effectivement, en passant de l'un à l'autre, on a en quelque sorte élargi les missions de l'école. Alors, c'était des missions qui... Il ne faut pas se leurrer, elles étaient déjà prises en charge par le passé, même du temps de l'instruction nationale. Mais effectivement, on l'a en quelque sorte assumé aujourd'hui. Et parfois, on entend un certain discours qui se plaint du fait que les enseignants doivent apprendre la politesse aux élèves. Enfin, vous voyez, il y a toujours ce genre c'est les exemples, les mêmes exemples qui reviennent sur le comportement des élèves, les incivilités, etc. Bon. Moi, j'ai évidemment, je considère que c'est la mission des enseignants, parce que lorsque on a un élève qui peut-être n'a pas n'a pas tous les outils pour, dans son milieu social, dans son milieu familial, n'a pas tous les outils pour s'inscrire dans la collectivité, bien comprendre les règles qu'il s'agit de respecter, etc., on a évidemment la mission de les lui apprendre. Et ça n'aurait aucun sens de dire, écoute, tu rentres chez toi et tu vas apprendre les règles de la politesse et puis tu reviens après. Et d'après les données que vous avez à disposition, ou au regard de votre propre expérience professionnelle, est-ce que vous considérez qu'il y a véritablement un problème, par exemple, pour mobiliser deux problématiques récurrentes dans le débat public, un problème à la fois de violence à l'école et de laïcité à l'école? Est-ce qu'il s'agit d'enjeux véritablement d'actualité, ou est-ce qu'il y a un décalage entre la réalité vécue par les acteurs de l'école publique et de l'autre, finalement, le traitement médiatique de ces problématiques-là? Alors, c'est toujours une réalité, ça l'a toujours été à l'école. Alors toujours, pour les questions de laïcité, c'est évidemment historiquement plus récent, mais dès lors qu'il y a une institution comme l'école qui mêle des publics
issue de, comment dire, de milieux sociaux différents, qui a une ambition démocratique, elle fait se rencontrer les enfants de la République, et donc forcément ça génère des frictions, des tensions. Mais si vous voulez, au XIXe siècle, les sociologues nous ont montré que les enfants du peuple, on les appelait les classes dangereuses, hein, les classes laborieuses, classes dangereuses. Donc oui, bien sûr, ce discours qui consiste à nous présenter les enfants aujourd'hui comme étant plus violents qu'ils ne l'étaient avant, etc., en déplorant l'époque bénie où les enfants étaient disciplinés, et tout ça, ça relève essentiellement de la mythologie. Il y a des difficultés, elles sont certaines, elles sont évidentes, on les vit au quotidien, mais ces difficultés, l'erreur consisterait à croire qu'elles relèvent intégralement du champ scolaire, alors qu'en fait, elles sont importées de l'extérieur. S'il y a des violences à l'école, c'est que la société elle-même génère ces violences, et qu'on ne peut pas comme ça créer des frontières fictives entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à l'extérieur. Et puis en même temps, on a cette idée fortement ancrée maintenant chez les responsables politiques sur laquelle l'école devrait être un sanctuaire. Que signifie, d'après vous, cette image du sanctuaire? Et est-ce qu'elle ne contredit pas la réalité de l'école qui ne saurait être un îlot au milieu de la société? Oui, il y a deux conceptions de l'école, deux visions, je ne sais pas comment dire les choses, qui, à mon sens, sont précisément le contraire de ce qu'est l'école. Il y a la vision de l'école comme étant un sanctuaire, qui, en gros, essaie de nous donner à avoir une institution qui serait protégée du reste de la société, voire qui serait coupée du reste de la société. Donc ça, c'est la première illusion. La deuxième illusion, c'est une vision essentialiste de l'école, autrement dit, qui considère que l'école, il y aurait comme, en quelque sorte une école qui échapperait à l'histoire. En fait, quand on cherche à définir l'école, on se rend compte que celle d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 40 ans, n'est pas celle du début du XXe siècle. Et donc l'école est un objet historique, elle a évolué, ses pratiques ont évolué. Et donc quand on cherche à appréhender ce qu'est l'école, il faut essayer justement de ne pas céder à l'anachronisme. Alors comment expliquer l'espèce de retour en force du discours conservateur, un discours, une vision de l'école passéiste, avec des références justement datées? Pourquoi cette appétence pour le passé, rêver, idéaliser un âge d'or de l'école, un peu, qui daterait de la fin du 19e, début 20e. Alors, il ne vous aura pas échappé que d'abord, ces tendances, en quelque sorte nostalgiques, réactionnaires parfois, elles ne concernent pas que l'école. Elles sont aujourd'hui très largement partagées dans une certaine frange de la société. Alors, il ne faut pas exagérer le poids de ces représentations. Elles ont un écho médiatique très important, ça c'est sûr. Il y a une offensive très forte politiquement sur l'ensemble de l'échiquier. C'est porté aussi par au moins le ministre de tutelle ou un exercice aujourd'hui. C'est certain. Alors on pourra justement en discuter, j'en parle dans mon livre. À mon sens, Blanquer, il y a une dimension effectivement très conservatrice. Réactionnaire, ce serait peut-être, comment dire, bon, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a effectivement une dimension très conservatrice dans sa vision de l'école, mais il y a aussi une dimension extrêmement novatrice, parce que Blanquer est un penseur de l'école qui est un penseur néolibéral. C'est-à-dire qu'il veut transformer l'école. Il a écrit un livre en 2016 qui est intitulé « L'école de demain ». Et ça signifie quelque chose. L'école de demain, c'est une école qui n'existe pas encore, et on voit bien pourquoi elle n'existe pas, parce qu'il veut vraiment la transformer pour l'adapter à des normes nouvelles, qui sont des normes du marché, les normes de la concurrence généralisée, d'une société de concurrence généralisée qui est un modèle néolibéral, et qui peut s'inspirer parfois de ce qui peut se passer dans d'autres sociétés, plutôt les sociétés anglo-saxonnes, voilà. Mais en tout cas, c'est pas l'école d'hier, c'est vraiment une nouvelle forme d'école. Même si, évidemment, il reprend aussi, quand il fait référence à Jules Ferry, par exemple, on voit bien à quel univers de sens il se réfère. Donc c'est là, pour le coup, il parle à la tendance nostalgique voilà, d'une certaine partie de la société qui dit le c'était mieux avant, on idéalise le passé. C'est un passé qui, d'ailleurs, qu'il faut interroger. Enfin, quand voyez, en ce moment, on a Éric Zemmour qui fait sa campagne et qui a une lecture extrêmement partielle et partiale du passé, et qui historiquement est fausse sur bien des aspects. Mais la vision qu'on peut avoir, la vision nostalgique comme ça, d'une école mythifiée, l'école de la Troisième République, etc., elle ne correspond à absolument rien historiquement.
historiquement. Je vais vous donner un simple exemple. Quand quand la Troisième République met en place les fameuses lois scolaires, vous voyez, de démocratisation, en tout cas, qui visent à élargir l'enseignement. L'enseignement une école obligatoire, gratuite. Une école obligatoire, gratuite, bon, tout ce qu'on sait. Eh bien, ces grandes lois, en fait, d'abord, elles suivent la défaite face à la Prusse. Donc, elles ont lieu à un moment où la France est traversée par une crise historique très profonde qui s'appuie sur deux idées principales. D'abord, on a une forme de sentiment de déclin démographique qui, effectivement, est vrai historiquement. Donc, la France se dit, bon, on a un problème, hein, il faut qu'on ait plus de petits soldats, donc plus de citoyens en capacité de servir nos armées. Et deuxièmement, il faut qu'on ait des petits Français bien éduqués parce qu'on a besoin d'eux pour faire face à la Prusse qui est notre adversaire. Et donc, il y a cette obsession qui consiste en gros à dire on a besoin de donner une instruction élémentaire aux enfants du peuple pour qu'ils puissent servir la patrie. Vous voyez, c'est ça. Donc il y a une vision très utilitariste en fait de l'école. C'est pas une vision émancipatrice. Oui. D'accord. Alors je ne dis pas qu'elle n'a pas du tout existé à ce moment-là. Je dis simplement que il faut surtout pas l'idéaliser en croyant que l'école de Jules Ferry c'était l'école de l'égalité ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on distinguait à l'époque l'enseignement primaire qui était l'enseignement destiné aux enfants du peuple, et l'enseignement secondaire, qui était celui destiné aux notables. Donc l'école de Jules Ferry, c'est une école de classe. C'est une école qui distingue des classes sociales, et qui considère que le peuple a certes besoin d'une instruction élémentaire, qui servira ensuite à en faire des bons soldats ou des bons travailleurs, mais attention, l'instruction haute, noble, elle est réservée aux notables, aux catégories supérieures. Alors, je vous remercie pour ce retour à l'histoire finalement, et qui a un écho particulièrement fort aujourd'hui, puisque l'un des procès qu'on mène à l'encontre du système scolaire, c'est précisément qu'il n'aboutit plus à l'idéal pour lequel il avait été conçu, à savoir permettre à la fois l'émancipation personnelle et sociale. C'est pourquoi on a notamment posé la question à nos concitoyens pour savoir si finalement ils avaient le sentiment que l'école participait à la lutte contre les inégalités ou qu'au contraire, elle les aggravait. Quand on juge quelqu'un sur des a priori alors qu'on ne le connaît pas encore, donc on peut c'est ça, porter un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui est rejeté parce qu'il est différent, je pense. La différence des races, des cultures, et puis après la préférence à certains par rapport à d'autres. Pour moi, c'est le fait pas de dénigrer, mais un peu de dénigrer certaines personnes par rapport à leurs origines ou des choses comme ça. Quand on écarte des personnes, ça peut être raciste ou physique. Pour moi, ça peut être au niveau du poids, de la forme physique, de la religion aussi, voilà. Et l'homme ou la femme aussi, parce qu'il y a beaucoup de discrimination au sujet de l'homme et de la femme. Saïd Benmoufok, nos concitoyens sont plutôt critiques par rapport à l'idéal de l'école, et pour le coup, il y a de quoi l'être au regard d'un certain nombre d'études qui confirment que l'école française n'arrive plus à répondre à ses objectifs en matière de lutte contre les inégalités, et qu'elle s'est transformée en machine à reproduire, voire à aggraver les inégalités. Quel est votre diagnostic et comment vous pourriez expliquer finalement cette dérive ? Pour s'intéresser à la question des inégalités, je pense qu'il faut essayer de choisir en quelque sorte des indicateurs qui permettent de les mesurer. Alors, il y a des spécialistes, des sociologues essentiellement, des spécialistes des questions d'éducation, de politique éducative, qui depuis des années tentent de mesurer l'effet de l'école sur la réduction des inégalités, sur cette ambition égalitaire. Alors, on peut prendre des indicateurs. Typiquement, on sait que de bons indicateurs, c'est, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, c'est la question du choix des filières, par exemple. Dans quelles filières s'inscrivent les élèves. Et puis, c'est la question du taux de réussite aux examens, notamment au baccalauréat. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a des déterminants.
c'est-à-dire des variables qui font que selon le genre, garçon, fille, selon l'origine sociale, selon l'origine territoriale, eh bien, on n'a pas les mêmes chances de réussite. Ça, c'est très documenté. Selon le genre, on sait que, par exemple, les filles vont avoir tendance à aller vers des filières plus littéraires. Les garçons vont avoir tendance à aller vers des filières plus scientifiques et techniques. Alors, pour la voie professionnelle, c'est encore plus large. Et puis, ensuite, on sait que le taux de réussite au baccalauréat montre que quand même les filles s'en sortent globalement mieux. Et puis après, pour l'orientation dans le supérieur, on sait que les filles vont aller plus vers l'université. En revanche, on retrouve plus de garçons dans des filières sélectives comme les DUT ou les classes prépa. Donc vous voyez, selon le genre, on se rend compte que les destins scolaires ne seront pas les mêmes. Selon l'origine sociale, alors là c'est flagrant aussi, on sait que selon le métier du père par exemple, il y a un facteur de 1 à 5 de différence, de réussite, d'espérance d'avoir un diplôme du supérieur, selon qu'on a un père diplômé du supérieur ou selon qu'on a un père qui ne l'est pas. Vous voyez ? Oui, donc, mais ces déterminismes, grosso modo, ils existaient, ils préexistaient. Mais la tendance, elle est dans l'aggravation du poids de ces déterminismes. Et c'est là où le bât blesse d'une certaine manière, parce que s'ils continuent à s'aggraver sur un certain nombre d'années, c'est que, également, les politiques publiques menées en la matière ne sont pas efficaces. Et surtout, derrière, l'enjeu, c'est quand même ce qu'on appelle la cohésion sociale, la cohésion nationale. Si, à la base d'une société, on reconnaît le rôle central de l'école et que celle-ci, finalement, ne fait qu'aggraver les inégalités de moyens, comme on dit, il y a quand même une source de fracture de la société. Donc, et surtout, c'est la dynamique qui est négative. Et comment expliquer cette dynamique négative? C'est qu'il y a bien une politique publique défaillante quelque part. Je ne sais pas si on peut parler de manière... Pour être concret, à Paris, par exemple, vous êtes bien placé pour savoir que la carte scolaire, par exemple, est un enjeu de pouvoir et est l'objet d'une bataille entre familles plutôt qu'entre enfants. Les enfants sont malheureusement non pas victimes, en tout cas l'objet passif d'un certain nombre de luttes en la matière. Mais si c'est devenu un tel enjeu de pouvoir, c'est parce que ça a l'air d'être le prolongement d'une lutte des classes, d'une certaine manière. Et où on en est, par exemple, concrètement à Paris, qu'est-ce que vous avez fait pour finalement rééquilibrer la répartition des élèves en fonction de leurs origines dans les différents collèges ou lycées? Alors d'abord, vous avez posé 2 questions. D'abord, historiquement, je ne pense pas qu'on puisse parler de manière linéaire, comme ça, d'une aggravation des inégalités ou de la reproduction sociale à l'école. On a eu une démocratisation tout au long du XXe siècle, une démocratisation, c'est-à-dire un accès très élargi aux études primaires, secondaires, puis aux études supérieures. Sur le temps long, vous avez raison, mais sur les dernières années, la dernière décennie au minimum. Alors justement, maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les inégalités se sont réduites au fur et à mesure, au sens où de plus en plus d'enfants ont accédé à un niveau d'études toujours de plus en plus élevé. Mais en fait, les inégalités ne font sont reculées dans l'âge. Sont reculées dans le temps. Elles interviennent toujours, mais elles interviennent plus tardivement. Donc, elles sont reportées. Exactement, elles sont décalées dans le temps. Donc, là où on avait des inégalités qui, il y a quelques années encore, se retrouvaient très fortement au niveau de l'orientation du collège, eh bien là, maintenant, elles vont intervenir un peu plus tard. Elles vont intervenir plus au lycée, vous voyez. Donc, c'est simplement, comme vous le dites, une forme de report dans le temps. Maintenant, est-ce qu'elles sont aggravées? Alors, il y a des études récemment qui ont montré qu'effectivement, selon certaines données, montrent que on a effectivement un déterminisme social qui joue très très en amont. Ça, c'est quelque chose qu'on soupçonnait mais qui était très peu documenté. Vous voyez, dès la maternelle, en fait, on se rend compte que les destins, en quelque sorte, se jouent au berceau, pour reprendre la belle expression de Camille Penny, un sociologue spécialisé sur ces questions. Donc, on a effectivement... Comment ça se fait que ça se joue dès
si en amont, dès le berceau... Eh ben, ça se joue précisément par le milieu familial, le milieu social. Derrière le berceau, c'est l'origine sociale qu'on retrouve. Complètement, c'est exactement ça. C'est un surdéterminant. Avec et dans l'origine sociale, professionnelle des parents. Des parents, c'est l'accès au langage, c'est l'accès aux activités qui font qu'à 3 ans, la maîtrise du vocabulaire n'est pas la même pour un enfant issu de milieu social favorisé. Le vocabulaire aussi, j'imagine. Exactement, tout ça. Donc tous ces déterminants font que eh bien, la société, en quelque sorte, avec l'institution scolaire, elle arrive trop tardivement, déjà. Quand on socialise les enfants à travers l'école, les inégalités sont déjà là. Et ensuite, on va tenter de les rattraper, tenter de les réduire, et plus on essaye de les rattraper, plus on se rend compte qu'elles s'aggravent, elles se développent, et donc en quelque sorte, on est toujours là à essayer de vider l'océan avec une cuillère. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que d'après les dernières études, notamment publiées par l'OCDE, on est carrément parmi les pires en termes de résultats, eu égard au prisme égalitaire. C'est-à-dire que l'origine sociale, territoriale, voire ethnique, notamment pour les enfants d'immigrés, sont autant de variables qui pèsent le plus sur l'échec ou la réussite scolaire. Comment on en est arrivé là dans le cadre d'une république qui se veut fondée sur notamment l'égalité? Oui, vous avez raison, c'est une encoche terrible dans l'idéal républicain. Et c'est sûr que ça trahit en quelque sorte toute l'ambition qui est magnifique, hein, l'ambition républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ça contredit ou ça contrarie tout ce qu'on essaie de mettre en place dans les politiques publiques éducatives, les moyens considérables, hein, l'effort de la nation pour faire en sorte que les enfants aient un accès égalitaire aux formations. De fait, eh bien, alors on ne peut pas dire qu'on n'y arrive pas parce que on se rend compte que quand on met vraiment les moyens, c'est-à-dire quand on met en place des moyens renforcés là où les besoins sont réels, eh bien, effectivement, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que notre système est fait de telle sorte que, souvent, par une forme, comment dire, alors on ne peut pas dire par ruse, mais en tout cas, souvent, de manière involontaire, eh bien, on donne plus à ceux qui en ont moins besoin. Je vous donne un exemple. On a un système d'excellence en France qui s'appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors ça vient très tardivement, hein, bien sûr, mais ces classes préparatoires aux grandes écoles, c'est 5% des élèves, des étudiants du supérieur, 5%. Ces 5%-là concentrent des moyens absolument gigantesques par rapport aux étudiants en université, qui eux, justement, sont peut-être ceux qui auraient le plus besoin qu'on les aide. Mais en même temps, c'est une réalité qui fait écho au discours méritocratique. C'est-à-dire que c'est justifié par le fait qu'on considère que finalement ces étudiants sont méritants. Tout à fait. Alors même que la notion de mérite, en l'occurrence, peut être discutée eu égard à leur origine sociale. Exactement, mais c'est sûr que quand on tient compte du déterminisme social, quand on tient compte du fait que eh bien, vous êtes, en fonction de votre milieu social, vous avez plus ou moins de chances de réussir, et que ces chances varient de 1 à 5 parfois, bah alors la question du mérite, elle est très discutable. La notion de mérite, elle semble même grandement illusoire. Et donc concrètement, vous voyez bien que derrière ce diagnostic assez implacable, finalement, c'est le sentiment républicain qui risque d'en pâtir. Et puis plus concrètement, peut-être un phénomène qu'on peut constater, c'est l'espèce de ruée vers le secteur privé. Il y a un engouement des familles dans les grandes villes en faveur des écoles privées. Est-ce que ce n'est pas là aussi un échec de notre système scolaire, ou un signe de son échec? Oui, mais c'est aussi un symptôme. C'est un symptôme qui traduit ce qu'on pourrait appeler une forme de séparatisme social. On a aujourd'hui, effectivement, les données sont très claires, alors que ce soit à Paris ou dans d'autres grandes villes, on a un phénomène massif d'entre-soi social, qui fait que des familles aisées, on considère à juste titre que l'éducation de leur enfant est une priorité, font en sorte de mettre tous les moyens qu'elles ont pour donner le meilleur à leur enfant et s'assurer qu'il aura une réussite à travers l'école, donc une réussite sociale.
Et comme la réussite à travers l'école conditionne ensuite la réussite future, eh bien, tout se joue à l'école. Donc les parents mettent le paquet, et comment ils font pour mettre le paquet? Eh bien, ils l'inscrivent dans une institution privée. Alors on a des ouvertures comme ça d'écoles dès la maternelle aujourd'hui. Dans les grandes villes, il y a des maternelles toutes petites qui se créent. C'est des parents qui se réunissent et qui mettent les moyens pour que leur enfant soit dans une forme d'entre-soi, qui ne se mélange surtout pas aux enfants de pauvres. Des ghettos de riches, oui, effectivement. Qui se mélangent surtout pas aux enfants de pauvres. Et donc cet entre-soi qui se constitue dès le plus jeune âge sera ensuite poursuivi, reproduit jusqu'aux études supérieures. Et donc là, effectivement, on a affaire à une forme de séparatisme social. C'est-à-dire que c'est des parents qui refusent que leur enfant se mélange aux enfants issus d'autres milieux. Alors, il ne s'agit pas de les incriminer. Moi, je suis contre, et j'ai des débats comme ça avec des amis qui s'intéressent aux questions d'éducation, qui parfois peuvent être virulents à l'endroit de ces... Moi-même, j'habite dans le 19e arrondissement, c'est un phénomène qui est... Voilà, j'ai des amis qui le font aussi. Hein. Je refuse d'incriminer ses parents parce que je me dis, en fait, le problème, c'est que c'est un échec pour l'école publique. Pourquoi? Parce que c'est l'école qui n'arrive pas, pour plein de raisons, qui n'arrive pas à donner suffisamment de garanties à ses parents qu'ils trouveront pour leur enfant le meilleur dans l'école publique. Alors que, en maternelle, les écoles à Paris sont absolument, les écoles publiques, sont d'une qualité remarquable. C'est pas là que ça se joue. Les écoles primaires aussi. Peut-être que c'est plus compliqué au collège, parce qu'à ce moment-là, l'enfant arrive à l'adolescence, il échappe un peu aux parents, et donc c'est un âge où on peut avoir peur que l'enfant dérape. Et donc, on pourrait se dire, bon, bah, ça pourrait venir plus tardivement. Mais en fait, la concurrence est telle, la concurrence pour avoir le bon collège qui va assurer ensuite l'orientation vers le bon lycée, qui va assurer ensuite la réussite au bac, etc., ça se joue très en amont. Et donc, on a une compétition comme ça, une société de concurrence généralisée qui est vraiment renforcée par les politiques Blanquer, par les politiques néolibérales du ministère Blanquer, eh bien, font que les parents, de plus en plus tôt, tentent d'éviter le système, la carte scolaire, tentent de la contourner, tentent d'éviter le système de mélange social, de mixité, que les politiques publiques, notamment la politique de la ville de Paris, essaient de mettre en place. Très bien. Écoutez, face à ce tableau relativement sombre, avouons-le, nous avons tous quelques idées sur ce qu'il faudrait faire, y compris nos chers concitoyens qui, en tant que tels, ont forcément des idées de réformes urgentes à adopter en la matière. On les a interrogés sur ce point. Pour être au même niveau, il faudrait qu'on ait tous les mêmes profs et qu'ils aient tous le même niveau d'enseignement. Plus de professeurs, je veux dire, plus de soutien. Il y en a qui peuvent réussir dans les quartiers. Il y en a qui ne veulent pas, mais il y en a qui veulent. Et si on ne les met pas dans des bonnes conditions, bah forcément, ça ne peut pas marcher. Qu'on mette à disposition des salles exprès pour pouvoir aider les enfants qui en ont vraiment besoin. Et puis tout ça, il faut bien s'entraider, quoi. Il faudrait déjà comprendre les jeunes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide. Il faut de l'argent, pour avoir des moyens, il faut de l'argent, c'est clair. C'est comme tout, c'est le nerf de la guerre, donc après... Saïd Benmoufok, nos concitoyens se montrent assez imaginatifs. Ils ont des idées pour réformer l'école et l'améliorer. Quelles seraient finalement vos idées, vous qui êtes finalement expert de cette question, qui suivez cette institution, ce service public? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette machine? Il y aurait beaucoup de choses à faire. Je peux vous donner trois pistes que j'esquisse dans mon livre, justement. La première, c'est d'abord la lutte contre ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la question du séparatisme social. C'est pas possible qu'on ait une partie de la population qui, parce qu'elle en a les moyens, s'exonère du fait de rencontrer, de faire en sorte que leurs enfants rencontrent des enfants et se mélangent aux enfants issus d'autres milieux. C'est pas possible. Donc les ghettos de riches, les écoles qui sont destinées, réservées aux enfants de riches, c'est pas possible parce que tout simplement, ça nuit à l'ensemble de la société. Ça fait que d'abord les enfants ne se croisent pas. On a de plus en plus une école à deux vitesses, avec ceux qui peuvent se permettre d'être dans l'entre-soi, et puis ceux qui sont condamnés en quelque sorte à avoir les écoles les moins valorisées. Et cette question de la mixité sociale, elle est fondamentale. D'ailleurs, toutes les études montrent que la mixité, tous les enfants en bénéficient.
les parents peuvent craindre que si on met leur enfant avec des enfants qui sont issus de milieux un peu défavorisés, ça les leste en quelque sorte, ça les défavorise. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, il faut vraiment le marteler, c'est une réalité. Très bien. Deuxièmement, je pense que si on veut améliorer le sort de l'école publique aujourd'hui, il y a évidemment la question de la reconnaissance des personnels, notamment des enseignants. Ça passe par la question du pouvoir d'achat, ça passe par la reconnaissance sociale de ces métiers qui sont fondamentaux. On a des personnels qui sont aujourd'hui qui font preuve d'un dévouement exceptionnel pour nos enfants et c'est pas possible qu'ils soient à ce point méprisés par leur ministre et qui soient en quelque sorte la dernière roue du carrosse des politiques économiques et sociales de la nation. Et enfin, je pense qu'il y a un enjeu de démocratisation de l'institution scolaire. C'est-à-dire que la place des parents, la place du dialogue social au sein de l'école, la compréhension de ce que doivent être des relations saines entre les directions d'établissement, les enseignants, etc., tout ça doit être mis sur la table. Il faut faire souffler, après ce qui s'est passé avec le ministère Blanquer, c'est-à-dire une mise au pas de l'institution, une forme de brutalisation des personnels, de défiance généralisée. Je pense qu'il faut vraiment faire souffler un vent de démocratie sur l'école. Voilà ce que je proposerais. Eh bien, c'est un véritable programme présidentiel, cher Saïd Ben Moufok. Peut-être qu'on se retrouvera à cette occasion si vous deviez vous lancer d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie de m'avoir suivi, ainsi que notre cher invité. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Monde en question.